Bonjour à toutes et à tous. Dans la présente vidéo, je voudrais répondre à la question initiale de cette série, à savoir comment lire à la recherche du temps perdu. Cette œuvre, qui est couramment évoquée aussi sous le titre de La Recherche, est un roman fleuve écrit de 1906 à 1922 et publié de 1913 à 1927. Elle comprend 7 volumes. Du côté de chez Swann, À l'ombre des jeunes filles en fleurs, Le côté de Guermantes, Sodome et Gomorrhe, La prisonnière, La fugitive, publiée également sous le titre d'Albertine disparue, et Le temps retrouvé. Rappelons également que 3 de ces volumes ont paru après la mort de Marcel Proust. Malgré les adaptations cinématographiques de ce roman, parmi lesquelles il faut citer Un amour de soin et Le temps retrouvé, et le fait que seul À l'ombre des jeunes filles en fleurs a reçu le prix Goncourt en 1919, il faut souligner que l'œuvre majestueuse de Proust, qui comprend 2500 à 3000 pages selon les éditions, est un ensemble absolument compact. Aussi, contrairement à la comédie humaine de Balzac ou Les Rougon-Macquart de Zola, le chef-d'œuvre proustien n'est pas une série romanesque dont on pourrait lire les différents volumes séparément sans respecter l'ordre voulu par l'écrivain. C'est dire qu'il faut commencer par Du côté de chez Swann et finir par Le temps retrouvé sans brûler les étapes. Du côté de chez Swann est composé de 3 parties. Combray, Un amour de soin, Nom de pays, Le nom. Évidemment, la deuxième partie du volume porte un titre plus attrayant et plus romantique, puisqu'il comprend le mot amour. Il semble aussi plus dramatique parce qu'il a largement inspiré le scénario d'un film homonyme diffusé en 1984. Toutefois, le lecteur averti de l'œuvre proustienne devrait repousser cette fascination et entreprendre scrupuleusement la lecture de Combray. Je soulignerai dans la prochaine vidéo l'intérêt primordial de cette partie de l'œuvre, sans la lecture de laquelle on ne comprendra ni la structure de l'œuvre, ni les thèmes les plus importants, ni d'ailleurs la fin du livre et ce qui se passe dans Le temps retrouvé. Toutefois, la lecture de Combray, plus encore que celle des autres parties du livre, pourrait s'avérer difficile. En fait, Combray débute par des réflexions sur le sommeil et dépeint l'univers affectif et culturel d'un insomniaque. Un narrateur dont nous ne savons ni l'âge ni l'état social nous fait part de ses difficultés à s'endormir et des impressions qu'il ressent entre le sommeil et le réveil. Nous entrons ainsi dans sa conscience, percevant ses craintes et ses angoisses, découvrant ses sensations et ses sentiments. Or, ces réflexions sur la somnolence et ces flottements entre le rêve et la réalité s'étalent sur une dizaine de pages et peuvent déconcerter le lecteur. D'autant plus qu'il se trouve face à l'absence de toute action et même l'amorce d'une quelconque intrigue. À cela s'ajoute évidemment le style unique et si controversé de Proust qui lui a valu la réputation d'un écrivain difficile et peu accessible. En effet, Proust utilise un style classique, un lexique riche et des phrases longues, sinueuses, gonflées de parenthèses et d'incises. De plus, ces métaphores et comparaisons sont parfois si longues et élaborées que le lecteur peut perdre de vue
la première réalité qui a suscité l'une ou l'autre de ces figures rhétoriques qui servent normalement à agrémenter le style, à rendre une idée plus claire ou à mieux convaincre l'interlocuteur réel ou virtuel. Or, lorsque Proust rapproche deux faits ou deux réalités pour souligner leur similarité, le second terme de comparaison peut se présenter sous forme d'un récit ou d'un exposé à part entière, qui est souvent intéressant, mais parfois si long, que le lecteur oublie la trame de la narration principale. Pour ne donner qu'un bref exemple, rappelons le passage célèbre du roman intitulé souvent « Le baiser maternel ». Le jeune héros de la recherche, âgé de 8 à 9 ans, attend avec impatience et anxiété que sa mère, à qui il a envoyé un petit mot, vienne lui donner le baiser du soir. Mais Françoise, la servante de la maison, revient en lui disant « Il n'y a pas de réponse ». Cette simple phrase suscite une comparaison s'étalant sur 9 lignes et contenant le récit de quelques pauvres filles attendant devant un palace la réponse à un message qu'elle a envoyé par le concierge à une connaissance se trouvant alors dans cet hôtel de grand luxe. Ceci n'est évidemment qu'un court exemple, car en réalité, notre virtuose romancier est capable de filer ses métaphores le long d'une ou de plusieurs pages. Par ailleurs, À la recherche du temps perdu contient de méticuleuses observations psychologiques, d'innombrables exposés philosophiques et une foule de considérations esthétiques. L'ensemble de toutes ces caractéristiques pourrait faire croire que la lecture de l'œuvre proustienne est ardue et laborieuse. Et ceci est vrai tant que le lecteur pressé, habitué aux nouvelles, aux romans noirs ou aux romans d'aventure, cherche à saisir immédiatement le fil d'une intrigue, à suivre aisément l'enchaînement des événements et surtout à connaître dès le début les personnages principaux, le lieu et le temps de l'action. Assurément, Proust écarte un tel lecteur. À la recherche du temps perdu est écrit pour un lecteur patient, persévérant, libre de son temps et prêt à relire plusieurs fois s'il le faut, une phrase ou plusieurs pages pour comprendre. Ce lecteur doit être capable de suivre le narrateur dans les méandres de ses réflexions et analyses, dans le labyrinthe de ses sensations et sentiments. Par ailleurs, il doit consentir à être parfois égaré, voire complètement perdu, et revenir sur des pages entières pour retrouver son chemin et pour le plaisir de mieux déguster les subtilités d'un esprit délicat et sagace. Ainsi donc, la lecture de la recherche du temps perdu n'est pas donnée à tout le monde, bien qu'elle soit considérée aujourd'hui encore comme une quête littéraire essentielle. En fait, on a parfois l'impression que Proust choisit ses disciples et que l'accès de cette œuvre monumentale, construite après tant d'années d'essais, d'expériences et d'épreuves, comme nous l'avons montré dans notre deuxième vidéo, reste fermé au lecteur étourdi et hâtif. Devant cette cathédrale magnifique et majestueuse, il faut patienter, piétiner, supplier et répéter humblement ce vers d'Apollinaire « Ouvrez-moi cette porte où je frappe en pleurant »
pour que le Seigneur du lieu veuille bien nous laisser entrer. À ce prix seulement, on découvrira que cet écrivain réputé difficile utilise un vocabulaire parfaitement accessible, sans recherche de mots rares ou insolites, et qu'il jouit d'un style avec lequel on peut s'harmoniser dès qu'on s'habitue au souffle du romancier. Alors le lecteur accompagnera avec bonheur le narrateur de la recherche en vue de grimper ce sommet de la littérature française, et il se trouvera parmi ceux comme Michel Butor salue bien bas, étant donné qu'ils auront conquis un monde. Merci de votre attention et à bientôt.